Merci beaucoup pour cette présentation trop élogieuse et merci de m'avoir invité à participer à cette série de conférences de l'Université ouverte. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux donc de présenter cette conférence « Penser » avec un A ou « Repenser » avec 3 E. Les institutions de la République, point d'interrogation. Ce que je vais vous proposer, on va essayer de viser à peu près 1 heure, 1 heure et demie, alors selon les publics, les réactions, ça peut être 1 heure ou 1 heure et demie. Et vous verrez, il y a 4 temps dans ma présentation. Et vous pourrez intervenir, je dirais, à la fin de chacun des 4 temps. Ça me paraît plus intéressant par rapport à la structure de ma présentation. Alors, pour démarrer, cette petite image, qui n'est pas ancienne, puisqu'elle date d'hier, vous le voyez, c'est sur cet écran le résultat du vote au sein du Sénat, vote sur la proposition de loi constitutionnelle qui doit tendre à insérer dans la Constitution le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Cette proposition de loi, elle est intervenue à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, revirement par lequel la Cour suprême des États-Unis est revenue sur le droit à l'IVG qu'elle avait pourtant reconnu dans sa jurisprudence. Et hier, donc, 19 octobre, en première lecture, le Sénat a voté contre l'insertion du droit à l'IVG dans la Constitution. Ce qui fait que le droit à l'IVG a très peu de chances d'intégrer le texte constitutionnel, contrairement à l'élan politique et populaire, je dirais, qui avait suivi la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis, qui avait fait grand bruit, même de l'effroi, parce qu'elle constitue bien évidemment un retour en arrière par rapport aux droits humains en général et aux droits des femmes en particulier. Et hier, alors, surprise ou pas, en tout cas, le vote est clair et net, contre 172, pour 139, c'est assez sans appel. On a dans l'histoire de France parfois des votes à 1 voix de majorité. Là, ici, c'est 172 contre. Donc clairement, en première lecture, face à ce résultat, il est assez probable que la proposition soit abandonnée, à moins d'une éventuelle soumission au référendum. Nous en reparlerons, mais ça paraît peu probable. Et ça, c'est pas surprenant, au fond. C'est pas surprenant parce que, quand on observe, depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis 2008, on ne parvient plus à réviser notre Constitution. Pourquoi ? C'est pas que les sujets manquent, c'est pas non plus qu'il manquerait de majorité politique au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat pour soutenir ceux qui proposent les révisions. Le président François Hollande, à un moment donné de son quinquennat, avait une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale qui pouvait lui permettre de faire une révision de la Constitution, comme l'avait fait le président Sarkozy en 2008. Non, il y a un mouvement de fond, en tout cas c'est l'axe qui va guider ma présentation, une sorte d'impossibilité de réviser notre Constitution de la Ve République, alors que, j'aurai l'occasion d'y revenir, la Constitution de la Ve République a fait l'objet de très nombreuses révisions, de 1958 jusqu'à ses 50 ans, comme si le cinquantenaire était quelque chose qui faisait qu'après 50 ans, on ne pouvait plus évoluer. C'est une mauvaise blague de ma part, mais parce que ce n'est évidemment pas le cas. En tout cas, pour la Constitution de 1958, depuis 2008, eh bien, on ne parvient plus à la réviser. Et le droit à l'IVG, ici, illustre bien cela.
pas de possibilité de révision apparemment pour ce droit à l'IVG. Alors, se remet un petit peu les choses en perspective. Notre Constitution de la Ve République, 1958-2022, elle a 64 ans. Donc c'est pas rien. C'est presque le texte constitutionnel qui a duré le plus longtemps dans l'histoire constitutionnelle de la France. Le plus ancien, celui qui avait duré le plus longtemps par ailleurs, c'était la Constitution de la Troisième République qui avait vécu 65 ans, de 1875 à 1940. On approche ici du record de longévité pour un texte constitutionnel en France. 64, 65 ans, ce n'est pas rien. J'aime bien faire le parallèle avec la réforme des retraites. On sait que 64, 65 ans, ce n'est pas rien. Bon. Bon, ça mérite aussi qu'on s'intéresse à ce texte qui a atteint presque ce record de longévité et qui, évidemment, on peut souhaiter qu'il dure, ce texte, encore. Et pour cela, le droit français, l'histoire constitutionnelle de la France, pareil, montre que les textes doivent savoir évoluer si on veut qu'ils durent. J'y reviendrai. Alors, on va parler ici de cette Constitution. La Constitution, c'est cela qu'on entend par les institutions de la République qui forment le titre de cette conférence. Hein. Penser ou repenser les institutions de la République, c'est quoi? Ça fait référence à la Constitution. Quand on dit institution, constitution, c'est synonyme. Notre Constitution, donc, qui est la loi des lois dans un État, et c'est la loi des lois dans l'État qui est la France. On y trouve dans la Constitution les droits fondamentaux des individus, les règles de séparation des pouvoirs, toutes les règles les plus importantes sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Les droits fondamentaux, je peux passer assez rapidement, mais on les connaît généralement tous, pas besoin d'être juriste. C'est la Déclaration de 1789, c'est le préambule de 1946, c'est la Charte de l'environnement de 2005. Ce sont des textes plus ou moins anciens. C'est d'ailleurs intéressant de le repérer, hein, parce que en même temps que l'on dit que la Constitution a 64 ans, elle a aussi finalement quelque part un âge plus important que cela, parce que dans le préambule de la Constitution de la Ve République, on a une référence à la Déclaration de 1789, ce qui lui donne quelque part une ancienneté plus importante. Donc ça, ce sont les droits fondamentaux des individus. Et puis, la Constitution, c'est important de le rappeler, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément averti là-dessus. Dans la Constitution, on trouve aussi quelque chose d'important, c'est le régime politique. Le régime politique, c'est ce qui résulte de la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, tout ça est séparé, harmonisé. Et selon les constitutions, la séparation des pouvoirs peut être différente. On sait qu'aux États-Unis, il y a un type de séparation des pouvoirs, avec une séparation un peu plus nette entre le Parlement et le Président. Ça, c'est les États-Unis. En France, les choses sont plus relatives. La séparation est moins franche. Le Parlement et l'exécutif, le gouvernement, ont des points de contact plus importants. Et ces deux grands types de séparation, on distingue généralement la France et les États-Unis, pour présenter deux types de régimes, le régime parlementaire d'un côté, le régime présidentiel de l'autre. Le régime présidentiel, c'est le régime à l'américaine, les États-Unis, avec une séparation importante entre eux, le gouvernement, le Parlement, pour faire simple, alors que dans un régime parlementaire, la séparation est moins franche. Dans un régime présidentiel, on dit qu'il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ça, c'est le régime présidentiel, c'est les États-Unis. Ça veut dire que, aux États-Unis, le gouvernement ne peut pas être renversé par le Parlement. Séparation. Pas de renversement possible. Joe Biden est parti pour 4 ans et il choisit ses ministres comme il veut. Jamais le Parlement américain ne viendra lui dire quoi que ce soit. En France, les choses sont différentes. En France, on est dans un régime parlementaire. On le redécouvre un peu d'ailleurs, parce qu'on l'avait oublié,
Mais dans un régime parlementaire, comme le régime français, mais comme aussi le Royaume-Uni, comme également l'Italie, comme en fait la plupart d'ailleurs des régimes de l'Union européenne, dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça veut dire que le Parlement peut décider de renverser le gouvernement. Et on le voit actuellement, je ne crois pas que ça arrive tout de suite, mais on voit quand même un certain nombre d'hésitations du gouvernement se sentant un peu menacé, il faut bien le dire, par l'Assemblée nationale. Ça, c'est le régime parlementaire. Ça vaut dans tous les régimes parlementaires. Et vous voyez, la séparation des pouvoirs est moins franche. Il y a une possibilité de renversement qu'on a dans le régime parlementaire, qu'on n'a pas dans le régime présidentiel. À l'inverse, le gouvernement, dans le régime parlementaire, il a aussi des moyens d'action. Dans un régime parlementaire comme la France, eh bien, l'exécutif peut aussi renvoyer les députés devant leurs électeurs. Vous voyez, là encore, il y a des connexions. Alors que, dans un régime présidentiel comme les États-Unis, il n'y a pas de possibilité pour l'exécutif, pas de possibilité pour le président des États-Unis, de renvoyer les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, de les renvoyer devant leurs électeurs. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut bien avoir ça en tête, cette différence déjà entre régime présidentiel à l'américaine et régime parlementaire à la française, mais on trouve aussi cela, je le disais, au Royaume-Uni, dans la plupart des États de l'Union européenne. Je veux bien insister sur un point qui me paraît important. Surtout, il faut laisser de côté un autre type de régime politique, écarter ce point-là tout de suite. C'est, vous avez vu, je l'ai barré sur la diapositive, ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, ça n'existe pas. Le régime semi-présidentiel, c'est une catégorie que l'on a créée en France, c'est d'ailleurs franco-français, pour décrire ce que semble être le régime politique français. Le régime semi-présidentiel, en fait, cherche à dire que l'on est dans un régime parlementaire où le président de la République a une puissance importante. Ça ne signifie que ça, régime semi-présidentiel. Bon, ça, un régime parlementaire où le président de la République a une puissance, c'est pas propre à la France, ça peut arriver. Ce n'est plus le cas au Royaume-Uni actuellement, mais ça le fut il y a quelques centaines d'années. Et puis, dans d'autres États de l'Union européenne, il peut arriver, dans un régime parlementaire, que le président ait un peu de puissance. Ça arrive. De là à parler de régime semi-présidentiel, si vous voulez, ça n'a pas tellement de sens, on ne comprend pas bien pourquoi. Car, en réalité, déjà, si on dit régime semi-présidentiel, pourquoi ne dirait-on pas régime semi-parlementaire, après tout? Pourquoi vouloir dire comme ça régime semi-présidentiel? Et en réalité, on s'aperçoit que ce régime qu'on appelle régime semi-présidentiel, beaucoup d'auteurs qui ont écrit pour dire que la France était un régime semi-présidentiel, mais en réalité, parfois, ça n'est pas du tout le cas, même en France. Il arrive parfois que le Premier ministre, en France, soit beaucoup plus puissant que le président de la République. Vous voyez les périodes de cohabitation, la dernière en date, 1997-2002 en France, le Premier ministre Lionel Jospin a une majorité au Parlement, c'est lui qui gouverne. On ne peut pas parler ici de régime semi-présidentiel. Donc, c'est pas terrible de dire régime semi-présidentiel, et je vous propose de l'écarter. En revanche, il y a un autre outil que je présente toujours et qui permet de mieux comprendre nos institutions. C'est pas la notion de régime qui est utile, c'est la notion de système. Et c'est vers cela que je viens maintenant. Le régime politique de la Ve République, de notre Constitution, c'est un régime parlementaire. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on le redécouvre depuis les dernières élections législatives. On s'est aperçu que lorsqu'il n'y a pas une majorité absolue qui soutient le président de la République à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus difficile de gouverner. D'accord ? Et ça, au-delà de ce que l'on peut lire, entendre dans les médias,
il est évident que le président de la République actuellement et son gouvernement ont bien en tête cela. Ils n'ont pas une majorité absolue, la majorité n'est que relative, et c'est plus difficile de gouverner, tout simplement parce que, vous le voyez actuellement pour le projet de budget, il n'y a pas de majorité pour soutenir à l'Assemblée nationale le projet de budget, et la Première ministre a dû activer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. En gros, pour faire très simple, ça lui permet de faire passer le budget sans que l'Assemblée nationale n'ait à le voter. Le budget est adopté et on passe à autre chose. Je reviendrai sur la motion de censure, je le laisse de côté. Mais vous voyez que la Première ministre n'a même pas tenté de faire voter l'Assemblée nationale sur le budget. Il est probable à 99% qu'il allait être rejeté, ce budget. Vous voyez que c'est difficile de gouverner. On est loin de ce qu'on peut appeler un régime semi-présidentiel. On est typiquement dans un régime parlementaire. Il faut le Parlement pour pouvoir gouverner. C'est bien un régime parlementaire. Le texte de la Constitution, d'ailleurs, décrit bien un régime parlementaire. Il y a une possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Le président de la République, président Macron, n'a pas manqué d'ailleurs de le rappeler, qu'il pouvait le faire. Et puis, les députés aussi n'ont pas manqué de rappeler qu'eux avaient un droit de censure du gouvernement. C'est le régime parlementaire, tel qu'il a été conçu d'ailleurs au Royaume-Uni. Ça, c'est le texte. Après, la pratique, il faut l'admettre, la pratique de nos institutions en France est un système beaucoup plus complexe que cela. Et le général de Gaulle, dès le début de la Ve République, avait bien mis en garde face à cela, l'avait bien dit, indiquant qu'une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Tout est dans cette formule. On voit bien la complexité qu'il peut y avoir à comprendre notre constitution, son fonctionnement. Un esprit, des institutions, une pratique. En effet, un système complexe, et c'est cette notion de système qui est très utile pour comprendre nos institutions. En effet, la notion de système, le système politique, qu'est-ce que c'est ? Le système politique, il y a un auteur qui a très bien décrit cela, et je vais faire que m'y référer, parce que je ne ferai pas mieux, un auteur qui est Marianne Coandé, qui a un ouvrage de droit constitutionnel que je vous recommande. Et Marianne Coandé distingue donc régime parlementaire et régime présidentiel, d'accord ? Et elle dit que dans un régime parlementaire, dans un régime présidentiel, le régime peut évoluer dans des systèmes différents. Un texte prévoit un régime, parlementaire comme en France, présidentiel comme aux États-Unis. Ensuite, la pratique peut mettre en avant un système politique qui va être différent. Et c'est intéressant de distinguer ainsi le régime et le système parce qu'on comprend mieux qu'un même régime, régime parlementaire, peut évoluer d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, alors qu'on reste dans le même régime. Et un régime parlementaire ou un régime présidentiel peut être... Alors, un régime présidentiel a plutôt vocation à être dans un système présidentiel, c'est-à-dire un système où le président domine les institutions. Mais ça peut être aussi un système gouvernemental ou primo-ministériel, c'est-à-dire un système où c'est le gouvernement ou le Premier ministre qui va plutôt dominer. Enfin, il y a un troisième type de système, c'est le système parlementaire. Là, c'est un système politique, une pratique des institutions où c'est le Parlement qui domine. Et on comprend mieux ainsi qu'un régime, un texte qui ne change pas, en revanche, dans la pratique, eh bien, le système peut évoluer. Et celui qui dirige n'est pas forcément celui qui, naturellement, ressort du texte. Dans le texte de notre Constitution de la Ve République, celui qui dirige, l'exécutif, dans le texte, j'entends, c'est le Premier ministre. D'accord ? C'est le Premier ministre, le gouvernement, détermine et conduit la politique de la nation. C'est écrit dans notre Constitution. Le Premier ministre, le gouvernement. Ça, c'est le texte. Ça, c'est un régime parlementaire. Le système est un peu différent. Le système de la Ve République, lui, est plutôt souvent dans un système
présidentielle. On va y revenir. Regardons, faisons le test. Si on fait un peu de droit comparé, regardons ailleurs, d'autres régimes, et nous allons pouvoir observer concrètement qu'un même régime peut évoluer dans des systèmes différents. Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais regardez la Russie, par exemple. La Russie, dans le texte, c'est un régime parlementaire. On a du mal à le croire, parce que quand on regarde la pratique, on voit bien que c'est une dictature. Mais dans le texte, c'est un régime parlementaire. Tout ce qui est de plus parlementaire. Bon, dans la pratique, avant qu'on tombe dans la dictature, mais on peut toujours retenir cette qualification, dans la pratique, on voit que c'est quand même plutôt un système présidentiel. D'accord ? C'est clairement le président russe qui, c'est même plus de la domination, mais en tout cas, effectivement, si on garde des mots politiquement corrects, c'est lui qui domine le jeu institutionnel. C'est peu de le dire. Mais observez que ça n'a pas toujours été un système présidentiel. Les Russes ont, de 2008 à 2012, expérimenté un système primo-ministériel. En effet, il y avait dans la constitution russe une limitation du nombre de mandats à 2 mandats. Ce qui fait que Vladimir Poutine, en 2008, ne pouvait pas être réélu président de la Russie. Et Poutine avait élaboré, ça aurait peut-être dû nous alerter dès ce moment-là, mais on ne peut pas refaire l'histoire, bien évidemment. Et Poutine avait élaboré un contournement de la règle de limitation du cumul de mandats en proposant à son Premier ministre, Medvedev, de devenir président et en proposant à Medvedev de le choisir comme Premier ministre. Et alors, de 2008 à 2012, on a eu un système primo-ministériel en Russie. Le président Medvedev ne gouvernait pas, c'était son Premier ministre, Vladimir Poutine, qui gouvernait. Système primo-ministériel dans un régime qui est resté parlementaire. Un peu plus démocratique. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est pareil. Le Royaume-Uni, c'est un régime parlementaire. Au Royaume-Uni, vous avez eu, depuis une quarantaine d'années, quelques premiers ministres très puissants. Vous reconnaissez sur cette slide Margaret Thatcher et Tony Blair, qui ont été des premiers ministres puissants et qui ont évolué dans un système gouvernemental ou primo-ministériel. C'était le gouvernement qui était à la manœuvre, qui dominait les institutions. Il a vraiment fallu pousser Margaret Thatcher puis Tony Blair vers la porte de sortie, plus parce que ça faisait quand même vraiment longtemps qu'ils étaient là, que parce que le Parlement aurait voulu récupérer ses droits. Non, on était dans un système gouvernemental, système primo-ministériel. Ça, c'est clair. Tony Blair, Margaret Thatcher. Par la suite, on n'a plus eu, par la suite, ce système primo-ministériel ou gouvernemental. Les premiers ministres qui ont suivi, vous voyez quelques-uns des derniers qui sont ceux depuis une dizaine, une quinzaine d'années au Royaume-Uni. J'ai Gordon Brown. Bon, Gordon Brown n'a pas eu la possibilité d'appliquer toutes les mesures qu'il souhaitait appliquer. On ne peut pas dire qu'il ait dominé le jeu institutionnel. Et plus ça avance au Royaume-Uni, ils sont vraiment dans une tendance à un retour au parlementarisme très important, à un système parlementaire très fort. Plus ça avance, plus, on le voit, le parlementarisme reprend ses droits. Et le système parlementaire s'enracine. Et on oublie le système primo-ministériel qu'on a connu avec Margaret Thatcher, Tony Blair. Je ne parlerai pas de Theresa May, parce que l'actualité du jour, eh bien, montre que le Royaume-Uni traverse, on est dans un système parlementaire, c'est clair, hein, parce que la première ministre Liz Truss a démissionné cet après-midi, après 44 jours seulement de fonction en tant que première ministre, 44 jours, poussée
par son Parlement, qui lui a dit qu'il fallait qu'elle s'en aille. Bon, ça vous montre bien qu'on est dans un système parlementaire au Royaume-Uni. Et vous voyez, c'est intéressant d'observer ces variations de système. C'est intéressant d'observer cela, parce que derrière, ça vous pousse à chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un système primo-ministériel vers un système parlementaire, vers un système gouvernemental. Et vous voyez, pas besoin ici de réviser la Constitution. La Constitution, finalement, je suis presque en train de tuer mon sujet, mais bien sûr que je ne vais pas le faire, mais c'est pour vous montrer qu'une Constitution, la penser ou la repenser, voyons quand même en introduction qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier le texte constitutionnel. On peut changer de système assez facilement. Alors comment change-t-on de système d'ailleurs? Il faut répondre à cette question. Marianne Coandé, dans son ouvrage, montre bien qu'il y a en fait une pluralité de facteurs, pluralité d'éléments. Ça peut être le charisme de celui qui est le Premier ministre. Ça peut être les forces en présence au Parlement. Forcément, si au Parlement, il y a une majorité qui se constitue contre le gouvernement, le Parlement va reprendre ses droits. Mais si le Premier ministre est charismatique, Tony Blair, Margaret Thatcher, dans ce cas-là, la personnalité peut permettre au Premier ministre de s'imposer. Puis, il y a comme cela, il peut y avoir d'autres éléments. Les habitudes aussi. Marianne Coandé explique que vous et moi, les citoyens, peuvent prendre des habitudes. Et quelque part en France, on a un peu cette habitude du système présidentiel. Il nous paraît assez logique, normal, habituel, que le président de la République gouverne. D'ailleurs, si l'on posait la question, si on faisait un test dans la salle, certains d'entre vous ne verraient pas bien qui, à sa place, pourrait gouverner. Quand on pose la question, parfois, les personnes vous disent « Bah oui, mais si ce n'est pas le président de la République, ce serait qui ?» Pourquoi? Pas parce que les personnes ne connaissent pas le fonctionnement des institutions, c'est juste parce qu'il y a une habitude qui se crée, et ça aussi, ça joue dans un fonctionnement institutionnel. Alors regardons justement comment les choses se passent dans notre Constitution. La Ve République française, je vous l'ai dit, c'est un régime parlementaire. D'accord ? Mais il est vrai que, sur les 64 années, on a souvent eu un système présidentiel. Et on navigue souvent avec un système présidentiel. Mais, observez quand même, et c'est là, je dis toujours aussi, l'intérêt de bien prendre en compte le système politique, d'observer le système politique et pas seulement le régime. Qu'est-ce qu'on observe quand on observe le système politique? Qui domine? Quand on observe attentivement, on s'aperçoit qu'on a un système présidentiel en France, c'est habituel. Mais ce système présidentiel devient un système gouvernemental ou primo-ministériel à mesure que l'on approche de la fin du mandat du président de la République. Et vous pouvez faire le test avec le président Mitterrand, le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande. À mesure que l'on a approché de la fin de leur mandat, eh bien, on a eu un système primo-ministériel gouvernemental. Le Premier ministre, le gouvernement, reprend un certain nombre de ses droits. Bon, François Mitterrand, président, ça se termine par 2 cohabitations. Jacques Chirac, de 1986 à 1988, c'est clairement Jacques Chirac qui gouverne, et Édouard Balladur, de 1993 à 1995. Jacques Chirac, le premier mandat, démarre en 1995. Dès 1997, c'est Lionel Jospin qui est en mesure de s'imposer comme Premier ministre. Il remporte les élections législatives. Jacques Chirac entre en cohabitation. Il est obligé de se mettre en retrait. Le président Sarkozy, c'est pareil. Le président Sarkozy est clairement l'hyper-président que l'on avait décrit. C'était la réalité au début de son mandat, 2007. Et puis, à mesure que le mandat s'est déroulé, le Premier ministre, en l'occurrence François Fillon, eh bien, a été plus en capacité de s'imposer face au président de la République. Et clairement, il est de notoriété que le président Sarkozy
vers la fin de son mandat, souhaitait changer de Premier ministre. On est en 2011, automne-hiver 2011, le président Sarkozy fait courir dans les médias le bruit qu'il va changer de Premier ministre, pour que son Premier ministre se fasse à l'idée, et puis il commence à réfléchir à d'autres Premiers ministres pour remplacer François Fillon. Et finalement, il n'a pas remplacé François Fillon. Il n'a pas remplacé François Fillon, mais il y a quand même eu une démission de François Fillon, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au cours d'un week-end, je crois François Fillon démissionne le samedi, il est renommé le dimanche. Et c'est reparti. Et clairement, alors, j'imagine que si le président Sarkozy était là, si on l'interrogeait, il y aurait 1001 raisons d'avoir gardé François Fillon pour ses qualités exceptionnelles. Ne rigolez pas, parce qu'elles étaient forcément exceptionnelles, puisque de 2007 à 2011, 4 ans, le Premier ministre était là. Mais de ne pas avoir changé de Premier ministre à 6 mois de la fin du quinquennat, clairement, c'est peut-être pas la seule raison, mais clairement, c'est parce que le Premier ministre Fillon avait réussi à s'imposer et à se montrer comme irremplaçable. Le risque étant, pour un président de la République qui démissionne son Premier ministre, c'est de l'avoir comme adversaire, ou en tout cas plus comme ami, ce qui en politique est toujours ennuyeux. Et donc vous voyez, le Premier ministre arrive comme cela à s'imposer. La fin du quinquennat Hollande est exactement la même chose. La situation inédite, le président de la République n'est pas en mesure de se représenter, et son Premier ministre, Manuel Valls, envisage de se présenter comme président. Un de ses anciens ministres, Emmanuel Macron, va se présenter et va même être élu. Ce qui montre ainsi, eh bien, l'importance que prend le Premier ministre vers la fin du mandat. Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre. Était-ce vraiment le choix de François Hollande? Bernard Cazeneuve s'impose comme le Premier ministre naturel. Ce n'est pas tellement le président de la République qui ici a le choix. Bernard Cazeneuve, c'était le ministre le plus populaire du gouvernement, en tout cas celui qui avait eu un rôle majeur pendant le quinquennat Hollande. On se souvient des attentats que nous avons connus. Et vous voyez, le président, en fin de mandat, on glisse toujours vers un système primo-ministériel, en tout cas gouvernemental. Je n'ai pas mis de photo, vous le voyez, du président Macron. Je pense qu'on manque encore de recul, mais constatez quand même que, à la fin de son mandat, le président Macron a dû user de certaines stratégies pour garder une certaine puissance. On peut dire, je crois, aujourd'hui, que la stratégie d'avoir nommé Jean Castex comme Premier ministre était une bonne stratégie pour un président de la République qui voulait garder sa puissance, son autorité. C'est assez clair. C'est sûr que ça lui a certainement permis de continuer à maintenir sa puissance. Bon. Mais l'on voit quand même qu'il y a eu des décisions pas évidentes à prendre, que la puissance du président Macron à la fin du mandat n'était pas la même qu'au début du mandat. Bon, on voit bien que les fins de mandat sont toujours difficiles à négocier pour un président de la République. Peut-être d'ailleurs que l'on peut considérer que quand on regarde le début du mandat, peut-être qu'on est dans un système qui n'est plus présidentiel dès le début de ce mandat, d'ailleurs, et peut-être dès la fin de l'autre, quelque part. Enfin, on voit bien que je pense qu'on manque de recul actuellement pour tirer des conséquences sur ce qui se passe, mais on voit quand même que la fin de mandat du président Macron en 2022 n'était pas évidente, et que dès d'ailleurs le début de ce mandat, le début du mandat n'est pas évident non plus. En tout cas, globalement, on voit l'évolution du système politique qui peut passer de parlementaire à primo-ministériel ou présidentiel. Alors, quand on a posé tout cela, eh bien, on a posé les bases de ce qu'est notre Constitution, et on peut ainsi comprendre notre Constitution dans son fonctionnement. Ça, il faut l'avoir en tête. La question maintenant, penser ou repenser les institutions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire,
clairement, ça, vous le percevez bien, ça veut dire les réviser ou les changer. D'accord? Juridiquement, c'est ça. Les réviser, c'est-à-dire modifier la Constitution, voire, parce qu'il faut se poser la question, quand on se pose la question de réviser la Constitution, on peut se poser la question de la changer. Je dis toujours, c'est comme vous avez un... Attention, ça peut paraître un peu trivial, mais vous avez un lave-vaisselle dans votre cuisine, il a un problème. Quel âge a le lave-vaisselle? Il a 10 ans. Est-ce qu'on le répare? Est-ce qu'on le change? D'accord? C'est trivial, je l'admets. Mais si vous voulez, l'idée de se poser la question de réviser la Constitution, forcément, quand on se demande si on va réviser, si on va modifier, on se pose aussi forcément la question de savoir s'il ne faut pas changer la Constitution. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut la changer. Pas du tout. Je pense d'ailleurs, à titre personnel, qu'on peut ne pas changer de Constitution. Mais je pense aussi qu'il y a un gros travail de révision. Mais vous voyez, certains vous diront, s'il y a un si gros travail de révision, alors c'est qu'il faut la changer. Vous voyez, la révision, le changement, en droit, c'est souvent deux éléments qui sont inséparables. Il faut se poser la question en même temps. A priori, je vous l'ai écrit sur la slide, il faut seulement réviser la Constitution, mais ce qui pourrait pousser à changer cette Constitution, c'est le blocage que l'on connaît actuellement dans les procédures de révision. On n'arrive pas à réviser la Constitution. Nous ne l'avons plus révisée depuis 2008. C'est plutôt inédit dans l'histoire de la Ve République. Et je crois qu'il y a là une alerte. Alors évidemment, ce n'est pas l'alerte que l'on voit dans les médias au quotidien, parce que pour expliquer cette alerte, vous voyez, j'y suis déjà depuis 45 minutes, il va m'en falloir encore un petit peu de temps. Mais vous verrez assez facilement que dans l'histoire constitutionnelle de la France, toutes les fois où nous n'avons pas été en mesure de réviser la Constitution, toujours, on en a changé. Alors observons cela tranquillement. Déjà, on va partir d'un constat ancien, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on ne révise pas beaucoup notre Constitution. En fait, si, il y a plutôt une habitude de réviser la Constitution de la Ve République. On pourrait dire aussi, il manque de sujets de révision. Sur quoi faut-il réviser? C'est vrai, peut-être que... La révision de 2008, la dernière révision de la Constitution, la révision de 2008, elle était assez panoramique. Elle a touché à beaucoup de sujets. On pourrait se dire que tout cela a été asséché, qu'il n'y a plus rien à réviser. Or, ça n'est pas le cas. En fait, on a une difficulté contemporaine, c'est le blocage des procédures de révision de la Constitution de la Ve République. Nous l'observerons également. Et puis, nous essaierons de voir, parce qu'il ne s'agit pas que de présenter des problèmes, de voir quelles sont les solutions à envisager. D'abord, premier temps de ma présentation, ce réflexe ancien de réviser la Constitution de la Ve République. Il y a un réflexe ancien, il suffit d'observer les chiffres. Depuis 1958, la Constitution a été révisée 24 fois. C'est énorme, ça fait une fois tous les 2 ans et demi en moyenne. C'est effectivement un chiffre très impressionnant pour une Constitution, et il faut bien le dire. Si vous comparez, par exemple, aux États-Unis, bon, les États-Unis, c'est un exemple à part, mais observez quand même qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins, une fois tous les 8 ans. En Italie, depuis 1948, 16 révisions, une fois tous les 4 ans et demi. On révise en moyenne presque 2 fois moins en Italie qu'en France, alors que l'Italie, une culture assez bouillonnante, je crois, on peut le dire, comme la culture française. Et on révise pourtant moins là-bas. En France, il faut le dire, on a un réflexe révisionnel. Alors, tout ça est paradoxal, je suis en train de vous dire qu'on révise beaucoup, qu'il y a même un réflexe révisionnel, comme je l'appelle. Vous pouvez observer les campagnes présidentielles. On a toujours, dans les campagnes présidentielles, toujours une promesse de campagne qui promet une révision.
Et d'ailleurs, alors vous voyez, j'ai mis là 2 coupures de presse, c'est Libération. Libération fait toujours ça. À un moment donné des campagnes présidentielles, Libération vous présente le programme des candidats en ce qui concerne les révisions. Ça avait été le cas en 2017. Cette constitution que tous les candidats veulent modifier avait titré Libération. Et en 2022, on a eu la même chose. Démocratie, les candidats rêvent leur réforme constitutionnelle. Je dis souvent, presque, c'est un réflexe. Les candidats doivent avoir ça dans leur programme. S'ils n'ont pas ça dans leur programme, les citoyens, ou les candidats se disent que les citoyens vont trouver que le programme n'est pas sérieux. Donc, c'est ce réflexe qu'ils ont, et forcément, il faut réviser la Constitution. Il y a forcément quelque chose à réviser. Il faut trouver, parce que sinon, c'est pas très sérieux. Sinon, on n'est pas vraiment candidat à l'élection présidentielle. Bon, ce réflexe révisionnel, il est même assumé et encouragé. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce qu'il faut que l'on avance, mais je pourrais vous démontrer que même le Conseil constitutionnel a une jurisprudence très encourageante dans la révision de la Constitution. Et puis, ce réflexe révisionnel, on le voit même presque au quotidien, tout grand sujet de société appelle sa révision constitutionnelle. Je prends ici un exemple, c'est le député Larrivé qui, au cours de la législature précédente, avait proposé d'adosser une charte de l'immigration à la Constitution. Bon. En fait, il y a un enjeu de communication, c'est clair. Il est évident que derrière ces présentations, derrière ces projets de révision, il y a une volonté de faire le buzz, disons-le. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a aussi ce phénomène dans l'air du temps. Quand vous proposez une révision de la Constitution, c'est la phrase choc. Donc, vous faites le buzz et vous êtes repéré dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous faites plein de likes, plein de retweets, et donc c'est pas mal, vous êtes influent, oh là là, c'est très bien. Voilà, donc ça entretient le réflexe révisionnel. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a pas mal de révisions de la Constitution que l'on a pu connaître depuis 1958, je vous disais, 24 lois constitutionnelles qui ont conduit à réviser la Constitution. Alors, la procédure de révision, il y en a une, qui est la procédure de principe, c'est la procédure référendaire. La révision de la Constitution implique de passer par le référendum, c'est-à-dire par le peuple. Il y a une alternative, c'est de passer par ce qu'on appelle le Congrès, d'accord, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale à Versailles, et c'est le Congrès qui révise. Mais quand on passe par le Congrès pour réviser la Constitution, il faut une majorité des 3/5. Il faut que 3/5 des membres du Congrès acceptent de réviser. Et 3/5, c'est pas facile. La révision de 2008, initiée, voulue par le président Sarkozy, elle est passée à pas grand-chose. D'accord ? Alors que le président Sarkozy avait une majorité assez confortable. 3/5, c'est pas facile d'aboutir à 3/5. Mais c'est l'alternative. Il y a une exception qui existe. C'est ce qu'on appelle la procédure de l'article 11. C'est une exception, elle est très critiquée. Le général de Gaulle avait mis en œuvre cet article 11. Le président de la République, ici, peut directement adresser un référendum aux citoyens, alors qu'avec l'article 89, vous devez passer par le Parlement. Le Parlement doit voter la réforme en des termes identiques. Avec l'article 11, c'est un peu plus souple. Le président de la République peut directement s'adresser au peuple. C'est très critiqué. Normalement, ça n'est plus considéré par la doctrine et par beaucoup d'acteurs politiques, ça n'est plus considéré comme étant une procédure utilisable pour réviser la Constitution, parce que l'article 11 ne prévoit pas explicitement une possibilité de réviser la Constitution. Donc c'est assez critiquable. L'article 11 prévoit que tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics peut être soumis au référendum, mais ne dit pas que ça peut être une loi constitutionnelle. Donc c'est très critiqué, ça ne devrait plus être utilisé. On va parler des projets actuels de révision de la Constitution de la Ve République, et
Et ces projets ne manquent pas. C'est clair, ils ne manquent pas. On peut les structurer en 3 catégories de projets. Il y a une question qui est récurrente dans les débats constitutionnels, c'est celle du changement de régime politique. Donc si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, c'est passer d'un régime parlementaire à autre chose, en fait un régime présidentiel. Il y a également dans notre Constitution des dispositions qui sont clairement obsolètes. Il y a un nettoyage qui serait à faire, ça c'est clair. Et puis il y a des dispositions aussi insuffisantes. Tout ça pour vous dire, ça ne manque pas les projets de révision. Alors, faut-il changer de régime politique? En gros, faut-il passer du régime parlementaire au régime présidentiel? Ça, c'est quelque chose qui revient dans les débats publics, politiques, constitutionnels, et pas chez des petites voix, je dirais. Ce n'est pas des micro-débats ou ce n'est pas des petits acteurs politiques. C'est 2 exemples, et c'est à gauche et à droite, donc ce n'est pas simplement un camp. C'est Édouard Balladur, qui, en 2007, mais même avant déjà, était un défenseur du régime présidentiel, et d'ailleurs toujours un défenseur du régime présidentiel. Il a été rejoint par d'autres, et puis aussi récemment rejoint par le président Hollande. Le président Hollande qui, après la fin de son mandat, est devenu un défenseur du régime présidentiel. Il faut bien le dire, c'est quand même une vraie surprise. C'est très surprenant, parce que le régime parlementaire en France, c'est quand même très important, ce n'est pas rien. Le régime parlementaire, dans l'histoire constitutionnelle de la France, ça remonte à il y a longtemps, et si on cumule la durée du régime parlementaire en France, on peut dire qu'on a vécu, nous, ceux qui nous ont précédés, mais le citoyen français a vécu pendant 165 ans sous un régime parlementaire. La France a une habitude du régime parlementaire qui remonte à la monarchie de Juillet. C'est sous la monarchie de Juillet que se développe le régime parlementaire. Troisième République, Quatrième République, Cinquième République, ce sont des régimes parlementaires. Et c'est très surprenant de vouloir passer à un régime présidentiel. Et là, pour le coup, je pense clairement qu'il y a un grand danger. On pourrait en parler très longtemps, on en discutera peut-être ensemble. Il suffit de comparer à l'histoire du régime présidentiel en France. Le régime présidentiel dans l'histoire constitutionnelle de la France, c'est au total 5 ans. Un quinquennat. On sait que c'est court. C'est la Constitution de 1791, la monarchie constitutionnelle, qui est abrogée l'année suivante et qui, dans cette période-là, conduira à couper la tête du roi. Parce que cette Constitution de 1791, je ne dis pas que c'est elle qui a conduit à couper la tête du roi, mais le régime présidentiel mis en place par la Constitution de 1791 n'était pas favorable à des échanges entre le Parlement et le roi. Il y a certainement eu quelque chose qui a conduit à ce que M. Veto, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'il avait un droit de veto qui lui était offert par la Constitution, M. Veto a fini guillotiné. La Seconde République, c'est l'autre régime présidentiel qu'a connu la France, 1848, ça dure 4 ans, c'est 4 autres années. Ça se termine en 1852 par un coup d'État, celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui réinstalle un empire, le Second Empire, qui durera plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est le régime présidentiel en France. Et j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre comment on peut se dire, surtout quand on a quand même, pour les 2 hommes politiques que je vous ai cités, une connaissance, une pratique des institutions qui est assez importante.
des ministres, Premier ministre, Président de la République, pour François Hollande. Comment peut-on se dire, face à cette histoire, que l'on pourrait mettre en France un régime présidentiel? Le régime présidentiel en France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Parlement d'un côté, le président de l'autre. Et puis, il y en a un qui gouverne et l'autre qui vote les lois. Et aucune possibilité d'interaction les uns entre les autres, les uns les autres. Vous imaginez, dans un pays comme la France, qu'est-ce que ça donnerait un régime présidentiel? J'ai quand même un peu de mal à l'imaginer. Je pense que la culture française, en fait, en réalité même les cultures françaises, font que ça peut difficilement fonctionner. Il faut une culture du compromis, du consensus, appelez cela comme vous voulez. Il faut des relations politiques qui, sans être pacifiques, parce que, évidemment, la vie politique fonctionne beaucoup par le conflit, ça vaut aux États-Unis, évidemment. Mais, si vous voulez, il faut qu'il y ait moins une conflictualité du quotidien, si vous voulez. Et ça, je crois qu'en France, on ne l'a pas. Je crois qu'en France, on ne l'a pas. Il suffit d'observer l'impossibilité d'adopter un budget, si vous voulez. Impossibilité. Donc vous faites comment, alors? Vous faites comment, actuellement, si vous êtes dans un régime présidentiel en France? Vous faites quoi? Vous avez donc... Faisons un peu de la politique fiction. On est dans un régime présidentiel en France aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève le 49.3. Concrètement, ça veut dire ça. Ben oui. Le 49.3 n'existe en France. La possibilité actuellement qu'a le gouvernement de dire « cette loi est adoptée, vous ne la votez pas, vous, Parlement », ça existe parce qu'en contrepartie, les parlementaires peuvent censurer le gouvernement. Mais si vous êtes dans un régime présidentiel, plus question d'avoir ça. Vous n'avez plus de 49.3 parce que vous n'avez plus de motion de censure. Donc, ça veut dire quoi? On enlève le 49.3. Il faut adopter un budget. Voilà. Là, ça paraît très compliqué. Alors, on pourrait imaginer d'autres mécanismes. Donc, des mécanismes, dans ce cas-là, autoritaires. Parce qu'il faut dire, faut appeler un chat, hein. Dire, si le Parlement ne peut pas voter le budget, ça veut dire qu'il va être décidé autrement, par une voie qui ne sera pas parlementaire. Alors, ça peut être une sorte de 49.3 sans motion de censure. D'accord? C'est autoritaire. C'est autoritaire. Parce que, actuellement, on peut dire ce qu'on veut sur le 49.3 et l'utilisation du 49.3. L'outil qu'est la motion de censure existe. D'accord? Là, la motion de censure ne sera pas adoptée parce que les groupes politiques ont dit qu'ils ne voteraient pas les motions de censure des uns des autres. Bon. Mais au moins, il y a une motion de censure qui existe. Au moins, il y a l'expression parlementaire qui existe. Imaginez encore le 49.3 sans la motion de censure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, le conflit politique se déplace, il n'est plus au Parlement, il se fait dans la rue. Et c'est les gilets jaunes. Je caricature, je schématise, je fais des raccourcis, mais clairement, le régime présidentiel, c'est ça. C'est la séparation du gouvernement du président par rapport au Parlement. Mais il faut que les deux puissent naviguer ensemble. Ça, c'est pas évident. Donc vous voyez, avant de parler régime présidentiel, il faut bien réfléchir. Surtout qu'attendez, si on fait une comparaison, faisons encore du droit comparé. On regarde ailleurs, les régimes politiques au sein de l'Union européenne. Je vous en ai parlé, c'est 26 régimes parlementaires au sein de l'Union européenne. Combien de régimes présidentiels? 1. Et où? Vous reconnaissez? C'est Chypre. Pas de mépris de ma part. Je ne vais pas dire que Chypre ne peut pas être un modèle. Je ne vais pas dire que Chypre est un petit État et qu'il faudrait considérer que ça ne vaut pas grand-chose. Non, pas du tout. Mais 26 régimes parlementaires. Ce qui peut-être montre que le régime parlementaire est quand même plutôt un modèle au sein de l'Union européenne. Un modèle. Alors que le régime présidentiel est utilisé
uniquement à Chypre, pour un État qui est un petit État. C'est vrai que le régime présidentiel, dans un petit État, ça peut éventuellement bien fonctionner. Il y a peu de citoyens, une démocratie qui peut être plus apaisée, pourquoi pas. Je crois quand même que ça paraît très compliqué en France. Et je crois que le régime politique parlementaire, c'est celui qui convient le mieux. Et vous le voyez, il n'est pas nécessaire de s'arrêter longtemps pour observer cela. Dans la Constitution, on a aussi des dispositions qui sont obsolètes. Ça, c'est clair. Bon, j'aime bien donner l'exemple de l'alinéa 11 du préambule de 1946, qui est un des exemples de dispositions obsolètes. Je ne comprends pas, d'ailleurs. Mais ça montre quand même, quelque part, peut-être le peu d'intérêt que l'on a parfois pour notre Constitution. C'est pas du tout méprisant de ma part ou quoi que ce soit, mais je suis quand même toujours surpris qu'on ait encore aujourd'hui dans la Constitution l'alinéa 11 du préambule de 46, qui dit, vous voyez, il est écrit sur la slide, « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Ce qui est quand même surprenant en 2022, c'est de voir côte à côte l'enfant, la mère, les vieux travailleurs. Et c'est un homme qui vous le dit. Voilà. Je veux dire que qu'est-ce qu'on envoie comme signal quand on dit que la nation doit protéger la mère, presque assimilée à l'enfant et aux vieux travailleurs? C'est pas un signal très sain du point de vue de l'égalité homme-femme. À tout le moins, devrait-on écrire à l'enfant, aux parents, ou à la mère et au père, et aux vieux travailleurs. Les pères et les mères, en 2022, sont souvent des travailleurs. Et c'est fort heureux. Fort heureux pour l'émancipation. Mais mettre la mère toute seule, ça a quand même quelque chose qui, en 2022, pose question. Qui peut-être ne posait pas question en 1946, je n'y étais pas, mais en 2022, ça pose quand même beaucoup de questions. Et bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans plusieurs assemblées. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me contredire. Des dispositions obsolètes aussi sur la déclaration de guerre. Article 35 de la Constitution. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Bon. Alors on sait que la guerre, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, la guerre n'est plus quelque chose d'impossible. On pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, mais on avait bien vu avec différents conflits, même encore dans les années 90-2000, les années 2010, qu'en fait aujourd'hui, on ne dit plus le mot guerre, mais les conflits armés n'ont pas disparu. On les appelle conflits armés. Sauf que, comme la guerre ne s'appelle plus la guerre, vous écouterez le discours du président russe, c'est pas une guerre qu'il fait, une opération militaire spéciale. Mais on n'utilise plus le mot guerre, du coup, même en France, quand on se lance dans des conflits armés, on ne va pas toujours consulter le Parlement. Efficacité, vous diront certains. Peut-être, effectivement. Je ne suis pas antimilitariste. Je pense qu'il faut effectivement une défense, il faut une armée, c'est évident. Je pense même que c'est pour avoir la paix qu'il faut cela. C'est pas ça le point. Mais je crois quand même que peut-être que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, peut-être qu'aussi que tout conflit armé devrait faire l'objet d'une autorisation par le Parlement. Pensez toujours à la mère de famille, tenez, au père de famille aussi, dont l'enfant est envoyé sur un théâtre d'opération et qui ne revient pas. Bon, on peut imaginer quand même le questionnement pour le père, pour la mère de famille, de se dire peut-être que c'est le Parlement, la nation, qui a décidé de ce conflit armé,
ça peut être plus satisfaisant. Si ça ne l'est pas d'un point de vue humain et personnel, ça l'est en tout cas d'un point de vue démocratique. Enfin, les pouvoirs de crise. Pareil, obsolescence. Les pouvoirs de crise, qu'est-ce que c'est? C'est les articles 16 et 36 de la Constitution. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais en gros, ces pouvoirs de crise sont assez intéressants, il faut bien le dire. Ces pouvoirs de crise permettent au gouvernement, au président de la République lui-même, c'est l'article 16 de la Constitution, lui permettent, au président de la République, avec l'article 16, de prendre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif dans ses mains. Ça, c'est l'article 16. Bon. C'est obsolète sans l'être, mais en fait, la pratique montre quand même l'obsolescence. L'article 16 s'est posé la question de savoir, au moment de la crise sanitaire, on est en mars 2020, s'il ne fallait pas mettre en place l'article 16. Bon, bien évidemment, si l'idée a traversé l'esprit de quelques conseillers présidentiels, elle n'a pas été mise en œuvre. Le président Macron n'a pas pris les pleins pouvoirs de l'article 16. Il aurait pu le faire, probablement que ça n'aurait pas choqué tant que cela, mais il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait parce que, tout simplement, aujourd'hui, en 2022, on n'est plus en 1958. En 1958, il y a l'article 16 de la Constitution, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en 1958, vous ne pouviez pas gouverner aussi vite qu'aujourd'hui. Vous ne pouviez pas notamment passer des lois au Parlement aussi vite qu'aujourd'hui. La crise sanitaire de la Covid, en 2022, a montré la possibilité de réunir le Parlement, éventuellement à distance, ou uniquement des présidents de groupe, qui aujourd'hui, en 2022, peuvent venir très vite, en TGV, en avion, etc. On peut faire tout cela très vite. Et le gouvernement peut être autorisé à gouverner par ordonnance. C'est ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire sans l'article 16. Ça, on peut faire sans l'article 16. Attention, l'article 16, si c'est le président Macron, le président Hollande, le président Sarkozy, qui navigue dans une constitution de la Ve République avec l'article 16, franchement, on n'est pas inquiet. Bon. Si c'est un autre président, ou une présidente d'ailleurs, qui navigue avec l'article 16, l'expérience russe montre qu'un régime autoritaire, voire dictatorial, en 2022, n'est pas quelque chose d'impossible. Et clairement, l'article 16 est une porte d'entrée vers ce type de régime. Alors pourquoi ne pas faire ça? Au moins, ça n'est pas dans la Constitution. Ça ne veut pas dire que ça nous protège d'un régime autoritaire. C'est pas ça. Mais au moins, c'est une porte d'entrée en moins. C'est une légitimité en moins, une justification en moins, parce que ce n'est évidemment jamais légitime. C'est une justification en moins pour celui qui serait tenté de faire le coup. Donc vous le voyez, il y a des dispositions obsolètes. Il y a aussi des dispositions insuffisantes dans la Constitution de la Ve République, et là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, que ce soit sur l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire pose un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne son indépendance, clairement. Et la France, un jour, ne fera pas l'économie d'un débat sur la place de l'autorité judiciaire, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans la Constitution de la Ve République, est toujours qualifiée d'autorité, et non de pouvoir. Si bien que, d'ailleurs, quand on lit la Constitution de la Ve République, je pourrais vous en faire la démonstration. Vous voyez notamment le préambule de la Déclaration de 1789, qui n'évoque que deux pouvoirs, le législatif, l'exécutif. Et, oui, si on regarde le texte constitutionnel, on n'a aujourd'hui que deux pouvoirs en France, l'exécutif, le législatif. Le judiciaire, c'est une autorité. Bon, c'est à la fois, à mon sens, mais je ne suis pas forcément majoritaire, j'en ai conscience. Et il y a, de mon point de vue, un risque à ne pas considérer que le judiciaire soit un pouvoir. Il y a un risque, d'un point de vue démocratique, je pense. Et il y a un risque aussi parce que dans
dans la pratique, le judiciaire se considère comme un pouvoir. Pour moi, ce n'est pas un risque. Mais du coup, à nier la pratique dans laquelle on est, le judiciaire est un pouvoir. Il y a un pouvoir judiciaire. En le niant, du coup, eh bien, on ne se pose pas de questions sur l'éventuel encadrement de ce pouvoir judiciaire. Non, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Ne vous inquiétez pas. Les juges font quand même un peu ce qu'ils veulent. Non, non, c'est juste une autorité. Bon, vous voyez, on ne se pose pas forcément de questions, du coup. Il y a quelque chose ici à interroger. Il y a d'autres dispositions insuffisantes. Le Conseil constitutionnel, sa composition, pose également des questions. Aujourd'hui encore, dans la Constitution, il est prévu que les anciens présidents de la République peuvent devenir membres de droit du Conseil constitutionnel. C'est toujours possible. Président Hollande avait annoncé qu'il reviendrait dessus, le président Macron avait annoncé qu'il reviendrait dessus, il ferait une modification de la Constitution, ne l'a pas fait. Je pense que ça viendra dans une prochaine modification de la Constitution. On l'attend quand même depuis 2012, ça fait 10 ans. Il y a des choses aussi à faire sur la démocratie participative, faciliter le référendum d'initiative populaire qui, actuellement, en l'état, est assez bloqué. Il est soumis à des conditions qui sont assez difficiles. On se pose aussi des questions sur la durée du mandat du président de la République, sur ses compétences aussi. Est-ce qu'il faut un mandat à 5 ans, à 6 ans, à 4 ans, à 7 ans? Je ne sais. C'est dans les débats aussi. Autant, oui, il faut revoir la composition du Conseil constitutionnel, c'est certain. Oui, il faut faciliter le référendum d'initiative populaire, c'est certain. Bon, la durée du mandat du président de la République, je ne sais pas si la durée d'un mandat fait quelque chose. Je pense qu'en fait, ce qui nous pose plus problème aujourd'hui en 2022, ce n'est pas tant la durée du mandat que les compétences du président de la République. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? C'est plutôt, à mon avis, là qu'est la question. J'avais également inséré le droit à l'IVG en posant une question, et je crois qu'aujourd'hui, la question reste posée. Donc il ne manque pas de possibilité de révision de la Constitution. Vous le voyez, il y a des dispositions insuffisantes, obsolètes. À mon avis, le régime politique, on restera dans un régime parlementaire. Si on basculait dans autre chose, bon déjà, là pour le coup, il faut changer de Constitution. Ça me paraît assez peu probable. On poursuit avec ce blocage contemporain de la procédure de révision de la Constitution de la Ve République. Un blocage parce que, si on regarde, 1958 à 2008, on a une révision tous les 2 ans, donc très souvent. Et puis depuis 2008, aucun projet de révision n'a abouti. Aucun. Et pourtant, ça n'a pas manqué. Il y a eu un certain nombre de projets. Le président Sarkozy avait même envisagé de réviser le préambule de la Constitution. Bon, là, c'est le comité qui était présidé par Simone Veil qui avait considéré qu'il ne fallait pas réviser ce préambule. Pas non plus l'alinéa 11 du préambule de 46. C'est dommage. Président Sarkozy toujours, 2011-2012, il y avait eu une volonté de constitutionnaliser ce qu'on appelait à l'époque la règle d'or, qui imposait des budgets en équilibre. C'était l'idée de cette règle d'or. Les Espagnols l'ont fait, ils ont révisé leur constitution en ce sens, en 2011, et puis on devait le faire également, et finalement, le projet n'est pas allé au bout. 2012-2017, pareil, on a plusieurs projets abandonnés par le président Hollande, notamment un projet auquel le président Hollande tenait particulièrement, qui était celui de la déchéance de nationalité, de la constitutionnalisation aussi de l'état d'urgence. On avait des projets comme cela, dont on pouvait se dire que ces projets de révision d'échéance de nationalité, également constitutionnalisation de l'état d'urgence, dans l'émotion des attentats que nous avions connus, peut-être pouvaient trouver une majorité des 3/5. Je ne dis pas que j'étais favorable à titre personnel, mais objectivement, on pouvait le penser.
Mais non, ces projets ne sont pas allés au bout, tout simplement parce qu'en faisant le compte, le président Hollande s'est aperçu qu'il n'aurait pas les 3/5 au Congrès. Présidence Macron, pareil, 2017-2022. Alors on dira, oui, c'était l'affaire Benalla, oui, c'était les Gilets jaunes, tout ça, tout ça. Bon, il y a quand même eu 2 tentatives de réforme, avec même un débat assez poussé pendant l'été, hein, on est en 2018, qui n'est pas allé au bout. Et pourtant, il y a des choses à réviser dans la Constitution, et il y a matière à trouver des consensus et des compromis, mais on n'y va pas. On n'y va pas parce que, alors, quelles sont les raisons? On peut certainement en trouver beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord des craintes, clairement, qui font obstacle aux révisions constitutionnelles. Il y a la crainte de ne pas atteindre la majorité des 3/5 au Congrès, qui clairement a poussé un certain nombre de présidents à faire demi-tour. Ça vaut pour le président Macron, ça vaut pour le président Hollande. Alors dans ce cas-là, il y a l'alternative, qui d'ailleurs, en principe, est la voie empruntée du référendum. Là, clairement, même si dans les médias ça ne ressort pas, hein, forcément, un homme politique, une femme politique, à plus forte raison le chef de l'État, ne va pas exposer dans les médias qu'il est craintif par rapport à un référendum. Il ne va pas exprimer cela. Parce que le lendemain, peut-être qu'il peut le proposer. S'il dit la veille, je suis craintif par rapport à un référendum, et que le lendemain, il le propose quand même, ça part mal. Mais il y a clairement une crainte de passer par la voie référendaire, et une crainte que le résultat soit défavorable. Alors, c'est le TCE, hein, en 2005, qui a créé cette crainte dans l'esprit des gouvernants. Et puis, il faut le dire aussi, quand on regarde ailleurs en Europe, on a quand même un certain nombre de référendums qui ont été défavorables par rapport à l'objectif que s'était fixé l'État ou le gouvernement. L'Irlande en 2008, c'est pour l'adoption du traité de Lisbonne. En Irlande, par référendum, le traité est rejeté par référendum. On a le Brexit en 2016. On a une révision constitutionnelle en Italie en 2016. Tout ça est rejeté par référendum. Et puis à l'inverse, vous avez la Catalogne qui se lance dans un référendum, alors qui n'était pas légal. Là, c'est le contraire. C'est un référendum qui fait peur parce que la Catalogne, les institutions régionales en Catalogne voulaient un référendum d'indépendance. Enfin, vous voyez, il y a autour du référendum, même si ça ne se dit pas explicitement, mais il y a une crainte des exécutifs, de l'État en général, vis-à-vis du référendum. Récemment, la révision, le changement de constitution au Chili a été écarté par référendum. On est en 2022. Bon, il faut un peu relativiser les choses, évidemment. Peut-être mettre en avant 3 référendums plutôt favorables à l'État, il faut bien le dire, en Nouvelle-Calédonie. Je dis favorables à l'État, pourquoi? Parce que les référendums en Nouvelle-Calédonie posaient la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie devait devenir un État indépendant. Et ici, dans une perspective un peu égoïste pour l'État, hein, l'État en tant que personne morale, hein, on peut se dire que l'État a plutôt intérêt à avoir un territoire le plus grand possible. Bon, là, ces référendums en Nouvelle-Calédonie ont été plutôt favorables à l'État, puisqu'ils ont conduit à un non de la part des populations consultées. Donc peut-être qu'on peut voir dans ces référendums en Nouvelle-Calédonie une perspective favorable, peut-être moins de crainte, faut-il avoir par rapport au référendum. Bon, il faut le dire aussi, il y a dans ce qu'on appelle la doctrine, hein, c'est-à-dire les auteurs spécialistes de droit constitutionnel ou spécialistes du droit en général, il y a une réticence parfois quant aux révisions constitutionnelles. Regardez par exemple cet article publié par Valérie Gosel-Le Bihan récemment à propos de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. L'auteur écrit que ce n'est peut-être pas le sujet du moment. Bon. Vous voyez, il n'y a effectivement pas dans la doctrine, chez les auteurs, une volonté de pousser à la révision.
Je ne dis pas qu'il n'y a aucune volonté, qu'il n'y a pas un auteur qui propose, mais c'est pas si net, il faut bien le dire. Je vais tout de suite passer au quatrième point, parce qu'on pourra comme cela avoir un temps d'échange plus long, et que ce quatrième point est très lié au troisième. C'est la question des solutions à envisager face au blocage des procédures de révision de la Constitution de la Ve République. Parce que il faudra forcément trouver des solutions. Parce qu'il faudra forcément réviser. Il faudra forcément réviser parce que, si on regarde encore une fois l'histoire, on s'aperçoit que lorsqu'on ne révise pas la Constitution, eh bien, ça ne se passe pas très bien dans notre histoire constitutionnelle. Et le blocage de la procédure de révision, à 2 occurrences, a conduit à des coups d'État. Alors attention, je ne suis pas en train de brandir la menace d'un coup d'État, bien évidemment. Si vous voulez, le chercheur qui fait des comparaisons ne cherche pas à dupliquer ce qui s'est passé. D'accord ? L'histoire ne repasse pas forcément les plats, évidemment, et heureusement. Mais ça montre quand même que la difficulté à réviser n'est pas quelque chose qui est sain, pas quelque chose de bon, et que ça ne se termine pas forcément bien. En 1799, on ne parvient pas à réviser la Constitution de l'an 3. Ça se terminera par le coup d'État de Bonaparte. En 1852, c'est un autre Bonaparte, et on ne parvient pas non plus, lui ne parvient pas à réviser la Constitution de 1848. Ça se terminera aussi par un coup d'État. Donc, quand on regarde l'histoire, il faut vraiment se dire que le problème n'est pas à prendre à la légère. Alors, le réflexe ancien sous la Ve République, ça peut être de réviser les procédures de révision. Bon, déjà, réviser les procédures de révision, ça peut être difficile. Parce qu'on le voit, on n'arrive pas à réviser. Bon. Peut-être quand même que les procédures de révision sont trop strictes. Franchement, je ne le pense pas non plus. Je vous l'ai dit, le référendum, ça doit être le principe pour réviser une constitution. En 2022, démocratiquement, il faut passer par le peuple pour réviser la Constitution. Donc, c'est plutôt sain. Je ne crois pas qu'il faille venir changer cela. Alors, on peut peut-être envisager une loi organique sur les procédures référendaires. Pourquoi ne pourrait-on pas faire cela ? Alors, il faudrait peut-être que cette loi organique soit prévue par la Constitution. Bon, ça, c'est un point qui est à traiter. Et peut-être qu'une loi organique pourrait venir mieux préciser les procédures référendaires. Est-ce qu'on a besoin de réviser la Constitution ? Ça peut se discuter. Et peut-être qu'on pourrait prévoir des procédures référendaires qui ne soient plus simplement dire oui ou non. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui dans nos démocraties, enfin en tout cas en France, c'est que quand on consulte, les réponses ne sont plus toujours oui ou non, parfois beaucoup plus complexes que cela. Et que peut-être, il y a 50, 100 ans, quand on faisait un référendum, il fallait que ce soit binaire, oui ou non, pour des raisons très diverses. Bon. Mais aujourd'hui, on voit que les citoyens ont besoin de choix beaucoup plus fins, beaucoup plus détaillés. Ils ne veulent plus seulement dire oui ou non, ou quand on leur demande, sinon ils diront non. Mais peut-être qu'on pourrait éviter cela tout en respectant la volonté du peuple. Alors on pourrait envisager peut-être des procédures référendaires à choix multiples, par exemple. On pourrait envisager aussi peut-être un vote préférentiel en procédure référendaire. C'est-à-dire que vous soumettez au référendum une révision, et puis vous demandez aux citoyens de faire un classement des différents projets envisagés, des différents articles à réviser, et puis eh bien, indiquer celui qui vous paraît devoir être révisé, faites votre classement. Et puis on verrait ainsi
si on aboutit bien à 50%. Probablement que ce serait plus facile d'aboutir à 50%. Si vous dites, par exemple, voilà, on veut réviser, je dis comme ça par hasard, hein, on veut réviser l'IVG, le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire, la durée du mandat. Voilà les propositions. On ne vous demande pas oui ou non. Faites un classement. Là, à ce moment-là, vous évacuez quelque chose dans le référendum, c'est que l'électeur va vraiment répondre à la question posée et ne va pas faire ce qu'il fait parfois, répondre est-ce qu'il aime bien celui qui pose la question. Le référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, il y a eu une réponse qui a été adressée aussi au président Chirac. Une réponse contestataire. Bon. Et c'est peut-être ça qui a aussi emporté ce traité établissant une constitution pour l'Europe. Si on propose un choix multiple ou un vote préférentiel, dans ce cas-là, vous évacuez la question du oui ou non. En gros, hein, oui ou non à Macron, pour dire les choses très simplement et très franchement. Vous évacuez cela. Ce n'est clairement plus la question posée. Alors après, peut-être certains diront oui, il tient absolument à cette révision-là, donc il ne faut pas réviser ici ou là. Franchement, je ne le crois pas. Vous allez vraiment changer le type de question que vous posez. Après, sinon, alors, il y a la commission de révision ad hoc. C'est ce qu'a envisagé Emmanuel Macron en avril 2022. Bon, le problème, là-dessus, c'est que ça n'est pas prévu par la Constitution, ça n'est pas non plus prévu par une loi organique. Donc forcément, ça n'a pas une légitimité très importante et ça a peu de chances de réussir, il faut bien le dire. Alors, en attendant une éventuelle loi organique, c'est pas simple à adopter, qu'est-ce que l'on peut faire? À court terme, et j'en termine par là, à court terme, je pense qu'il faut surtout éviter les révisions panoramiques. Quand vous regardez, les révisions qui ont été envisagées depuis 2008 sont des révisions souvent panoramiques, c'est-à-dire qu'on vous met le Conseil constitutionnel, le nombre de parlementaires, la suppression de la Cour de justice de la République, dont on pourrait parler, la Chambre de la société civile, le droit à la différenciation territoriale, le RIP, la collectivité de Corse. Bref, là-dedans, pour trouver les 3/5 au Congrès, franchement, bon courage. Parce que entre ceux qui sont favorables à une Corse qui reste très ancrée au sein de l'organisation étatique, et puis ceux qui sont favorables à une autonomie plus importante, ceux qui sont pour la CJR, ceux qui sont contre, ceux qui ne veulent pas qu'on touche aux parlementaires, ceux qui veulent qu'on les diminue. Vous ne pouvez pas trouver 3/5. Ce sont des sujets trop brûlants. C'est voué à l'échec. Et les deux tentatives du premier quinquennat Macron le montrent. 2018-2019, les projets sont abandonnés. Vous allez me dire, le droit à l'IVG a été retoqué hier par le Sénat, ce qui montre que, même si la révision n'est pas panoramique, il est difficile de la faire avancer. Mais c'est le Sénat qui en a décidé. Et il reste toujours le référendum. Et ma foi, le référendum dira oui ou non. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un oui ou un non? C'est la démocratie, après tout. Donc il y a aussi ça qui est à repenser, un rapport à la démocratie, à la décision citoyenne. Peut-être aussi qu'à travers le référendum, il faut peut-être le désacraliser, moins le voir comme quelque chose qui, s'il rate, c'est une gravité extrême. Bon. En tout cas, la preuve en est que penser ou repenser les institutions de la République, je réponds les deux. Certainement les penser, les réparer, vous le voyez, il y a des choses à faire. Les repenser aussi, et peut-être au-delà de la Constitution. Et je vous remercie de votre attention.